Bonjour, il est temps pour moi de parler d'un auteur qui est assez bouleversant dans la vie d'un homme, tant par son ironie que sa clarté d'analyse. Je veux bien sûr parler d'Arthur Schopenhauer. Cet auteur fait partie, pour moi, de ces hommes tranchés et très controversés qui suscitent encore aujourd'hui clivages et débats. Pourquoi ? Parce qu'il est le prototype le plus ultra d'un homme blanc cisgenre patriarcal, allemand jusqu'à sa vieille souche, cela est indéniable, assumant son trop fort intellect et qui n'arrête pas, par son intelligence, de remettre tout le monde à sa place. 3 anecdotes, d'ailleurs, sont intéressantes à raconter. La première, c'est qu'il a donné une partie de sa fortune et de son testament à son chien pour qu'il puisse vivre dignement jusqu'à sa mort, car de cette fortune, le chien en ferait largement meilleur usage que n'importe quel humain sur Terre. La deuxième est qu'il a répliqué à sa propre mère, qui était écrivaine, « Tes œuvres mourront quand tu seras morte, moi, même dans 1000 ans, on me lira encore. » Enfin la dernière, je cite, « Les chiens sont supérieurs aux hommes, j'ai un caniche, et quand il fait une bêtise, je lui dis « Fi, tu n'es pas un chien, tu n'es qu'un homme, oui, un homme, tu devrais avoir honte. » Alors il est tout honteux et va se coucher dans un coin. Tout le monde se tue, tandis que Schopenhauer souriait férocement. Fin de citation. C'est pour vous expliquer un peu le cynisme du personnage, mais sans doute de ses propos acerbes et pimentés, nous en reparlerons dans une autre vidéo. Je souhaitais aujourd'hui vous faire la promotion d'un livre qui ne coûte rien en librairie, à peine 2 €, et qui interpelle tant par sa finesse d'analyse que ses points de génie. Il se nomme « L'art d'avoir toujours raison », suivi de « La lecture et les livres » et « Penseur personnel ». Alors, qui est Schopenhauer ? Comment vous décrire ce singulier personnage ? Commençons d'abord par le contexte dans lequel il est apparu. Né le 22 février 1788 à Danzig, ville à majorité allemande quoique polonaise, il voit autour de lui beaucoup d'agitation. Résultat pendant son enfance des guerres napoléoniennes. Suite à la défaite des États allemands et de Prusse, de cette différence et du retard que les pays germains verront face aux Gaulois de l'Ouest, de grandes réformes s'effectueront dans les universités allemandes afin de concurrencer ce qui s'était déjà établi en France. De ce foisonnement de maîtres universitaires, Arthur Schopenhauer passa alors en plein dans cette révolution académique. Cette remontée allemande accouchera d'ailleurs de l'œuvre de Bismarck et d'un nouveau terrible adversaire pour la France. Mais tout cela, bien sûr, concerne la politique. Son père, Henri Floris Schopenhauer, voulait faire de son fils un commerçant, mais les voyages de jeunesse de l'auteur et sa précieuse mémoire pour les langues l'amèneront rapidement sur un autre domaine dans lequel il excellera jusqu'à sa mort, la philosophie. Ce livre comporte 3 traités philosophiques, comme je l'ai dit plus haut. Je ne m'intéresserai pas au premier, qui pour moi est une somme de parades faites pour coincer ou fatiguer l'interlocuteur. Et comme nous ne sommes plus à l'époque des grands salons, des bals et des fêtes, où la discussion prévaut à l'européenne, je sauterai donc volontairement cette première partie. Le deuxième traité, par contre, est à mon sens le plus intéressant, et c'est sur celui-ci que je vais m'attarder. Pour ma part, il me semble que savoir lire est primordial. Bon, il y a savoir lire et savoir lire. Savoir lire pour l'auteur, c'est de ça dont je parle. Car si lire nous donne forcément des avantages, c'est-à-dire un potentiel d'intellect plus grand, autant cela peut également comporter des défauts, celui de scléroser l'intellect, d'amener le lecteur à penser par le système de l'auteur, ou pire, d'amener l'individu dans l'erreur. Voilà pourquoi il y a pour Schopenhauer des règles qui visent à améliorer l'expérience de la lecture afin de ne pas tomber dans ses travers. Et c'est ce que je vais vous dire maintenant. Ce n'est qu'en ruminant qu'on s'assimile ce qu'on a lu. La première règle de l'auteur est de ne pas dépenser tout son temps à la lecture. C'est même l'un des points primordiaux. En effet, il considère le livre comme une pensée de quelqu'un d'autre,
et que vivre dans les pensées de quelqu'un d'autre peut ralentir notre propre progression individuelle. Il est de ceux, et je le rejoins, qui considèrent les réflexions personnelles comme toujours plus hautes que celles écrites dans un bouquin, car le chemin de la réflexion en nous marque plus que si nous l'avions découvert pêle-mêle dans une lecture. Pourquoi ? Parce que la réflexion personnelle nous mâche le concept, la digère dans le corps, nous la transforme pour nous, par nous, à travers notre expérience. Elle en devient, si je puis dire, physique, non pas qu'intellectuelle. Schopenhauer le décrit ainsi. Un homme au travail manuel, ou un paysan, comme vous le voulez, sera toujours plus intelligent que celui qui a lu 1000 livres sur la vie et recrache le verbiage que lui a procuré ces mêmes bouquins. Car le travail manuel amènera toujours l'homme dans de grandes pensées, alors que la lecture, aucunement. Ce qui nous amène à la deuxième règle. En réalité, les pensées fondamentales personnelles ont seule vérité et vie. C'est que nous sommes notre propre boussole, et que le livre n'est qu'un outil fait pour questionner et juger nos propres pensées, mais jamais elles ne doivent devenir nos pensées. Il n'y a que l'expérience personnelle dans la réalité qui confirmera les vérités du livre ou non. Voilà pourquoi ce qui différencie un bon livre d'un autre, c'est notre capacité individuelle à les jauger par le réel. La troisième règle que Schopenhauer nous prescrit est de lire 2 fois les livres. Alors, pour ça, je prendrai un exemple qui est tiré de ma propre expérience sur le théâtre. Lorsque l'on joue une œuvre au plateau, chaque texte a sa propre structure qui amène vers une fin, ou, disons-le d'une façon plus philosophique, vers une conclusion. C'est beaucoup l'apanage des tragédies classiques, par exemple. C'est la conclusion qui éclaire le début, le milieu et les dialogues des personnages. C'est la tragédie du héros qui met en lumière les actions et les choix pendant la structure et qui l'amène vers sa fin, c'est-à-dire la mort. Comme tout est fractal dans le monde, cette métaphore s'applique également à la lecture. Nous avons une meilleure compréhension de la pensée des parties qui structurent l'ensemble quand nous connaissons la fin, son intrigue ou sa conclusion. Ainsi, lire 2 fois le même livre nous le grave par des sensations beaucoup plus profondes et nous plonge mieux dans la pensée de l'auteur. 4e règle, pour lire le bon, il y a une condition, c'est de ne pas lire le mauvais, car la vie est courte et le temps et les forces sont limités. Alors, je peux vous l'accorder, cette phrase est un peu provocateur, je le conçois, et d'un côté on peut le réprimander pour cela. Cependant, ces arguments méritent de s'y attarder. Pourquoi lire des classiques face aux nouveautés qui sortent presque chaque jour ? Parce que ces classiques ont été éprouvés dans le temps par de nombreuses nations, par de nombreux peuples, par de nombreuses civilisations. Et si d'ailleurs on les nomme classiques, comme tel film est un classique ou tel autre est un classique, on est obligé de concéder que depuis 2500 ans, certains livres se sont illustrés par leur perspicacité à nous renseigner sur notre condition humaine. Ils finissent donc par avoir une portée universelle. Voilà pourquoi même s'ils peuvent être pompeux pour la plupart, ça je peux vous l'accorder, elles donnent des clés qui appartiennent encore au présent et qui sont parfois plus pertinentes que le dernier livre à la mode sur le même sujet. Tout cela, c'est ce que Schopenhauer préconise pour nous. Il estime que nous n'avons pas le droit de perdre beaucoup trop d'argent et de temps à regarder les nouveautés, car la nouveauté qu'on nous bobarde constamment n'est pas digne de nous, ni de notre intelligence, ni de notre âme. Si donc on résume ces 4 règles en une phrase, ce serait ceci. 1. Privilégier ses pensées plutôt que celles du livre. 2. Suivre sa propre boussole pour trouver la vérité, le livre n'étant qu'un outil sur ce chemin. 3. Se permettre de lire 2 fois un livre, car nous le ressentons mieux et sous un autre jour lorsque la fin s'est ouverte à nous. Et 4. Privilégier les classiques, ne pas s'attarder aux nouveautés, elles pullulent comme les mouches. C'était le premier livre que j'avais lu de Schopenhauer, et il m'avait assez marqué par sa clairvoyance.
Bien entendu, on peut ne pas être d'accord, évidemment. Mais pour entrer dans sa philosophie, cette introduction me semblait la plus parfaite. C'est aussi un bon début pour se faire sentir le personnage. Et pour ma part, personnellement, je l'ai trouvé assez exceptionnel. Si donc cela vous a plu, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager et à mettre un j'aime. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.